Bonjour, vous êtes bien sur la Yago TV. Je suis Béatrice Fauroux et je reçois 4 messieurs autour de cette table aujourd'hui. Alors, d'abord, Monsieur Khelaf Idiri, vous êtes responsable d'activités innovation au CIC Est. Vous êtes banquier, donc à Strasbourg. Voilà. Bonjour. Bonjour. Monsieur Steve Ciré, vous avez créé une entreprise qui s'appelle Le Veilleur. Exactement. Et vous êtes basé physiquement à Haguenau, mais vous avez des clients. À Haguenau, Paris, dans la Sarthe, France. on travaille sur la France entière. C'est ça. Monsieur Arnaud Bournic, vous êtes responsable de dossier au groupe Cofimé, qui est un groupe d'expertise comptable. Et vous êtes aussi expert du concours Yago, ce concours de création d'entreprise dont nous parlerons aujourd'hui. Exactement. Voilà. Et je termine par Anthony Hernu, qui est Bonjour. créateur, d'une agence de communication qui s'appelle Cactus. Oui. Donc vous êtes le dirigeant et vous intervenez aussi ici en tant qu'expert en communication. Exact. Alors messieurs, nous allons aborder tout de suite le sujet, qui est le sujet de la création d'une activité. Et donc je vais me tourner vers vous, Steve. Oui. Vous avez créé Le Veilleur, qui était au départ juste une idée. Comme toute entreprise, voilà. Comment je pense. avez-vous fait pour éprouver cette idée, pour convaincre vos partenaires qu'elle était bonne ? Et la seule chose à faire, à mon avis, pour convaincre les partenaires qu'une idée est bonne, c'est l'éprouver, c'est essayer, c'est se planter, encore, souvent, beaucoup. Éprouver une idée, c'est déjà être capable de l'échafauder, être capable de l'annoncer, parce qu'une bonne idée, il faut être capable de la présenter à un moment donné, et ensuite passer un cap. Passer un cap qui est, selon les structures, hein, c'est très variable en fonction des typologies d'entreprises, mais ça peut être de prendre son téléphone et de prospecter. Sauter dans le grand bain, on va voir un client et on soumet une idée. Donc c'est ce que j'appelle le fake it until make it, faire semblant plutôt que de le faire tout de suite. Pourquoi ? Parce que si on passe des mois et des mois à développer, à échafauder une idée, à créer des sites web, à créer un produit, etc., pour se rendre compte que ça n'intéresse personne à l'arrivée, c'est vraiment un temps monstrueux de perdu, un investissement terrible, une perte surtout terrible. Donc une méthode beaucoup plus empirique. On rentre dans l'action. On pose les bases d'une idée, on essaye de la simuler. Aujourd'hui, on a plein d'outils pour le faire. On peut faire des sites web très facilement, on peut créer des images très facilement et soumettre ça par téléphone, dans des salons, dans des concours, hein, comme le concours Yago. C'est des très bonnes zones d'expertise, d'essai, où on va soumettre une idée et puis surtout soumettre cette idée et retirer l'expérience, voir la réaction qu'on a derrière. Si vous avez vraiment une forme d'attraction, là vous dites c'est bon, c'est là-dedans qu'il va falloir aller, qu'on peut se diriger et continuer à multiplier les expériences. Parce qu'une expérience, une idée, c'est pas une idée, je la balance, j'en reprends une autre. Non, c'est je prends une idée de base qui est souvent le fondement de l'entreprise et ensuite je vais faire des aménagements. J'ai pas réussi à la présenter comme ça et si je la présentais tout petit peu autrement, je change légèrement les projecteurs, je revois éventuellement mon vocabulaire pour bien l'adapter, je revois tout ça, mais je réessaye encore, jusqu'à avoir un discours limpide, tout simplement. Hein. Monsieur Bournic, c'est une problématique qui vous est familière en tant que responsable expert au concours Yago. Vous recevez des dizaines de dossiers chaque année. Quel regard portez-vous sur les idées qui vous sont proposées et leur présentation ? Effectivement, ce qui est frappant dans le concours Yago, c'est la variété des origines des différents porteurs de projets. On a effectivement des start-upers qui viennent avec une idée, qui sont parfois un petit peu dans le flou sur certains aspects de leur modèle économique ou sur certains aspects de leur projet. Mais on a aussi des porteurs de projets qui finalement transforment l'essai, c'est-à-dire qui étaient par exemple salariés avant et qui décident de se mettre à leur compte. Dans le même secteur. Dans le même secteur. Ou alors on a aussi des étudiants qui, dans le cadre de leur thèse par exemple, avaient un sujet qui s'est avéré après pouvoir être commercialisé. Dans ce cas-là aussi, la concrétisation de l'idée se fait à travers effectivement la création d'une entreprise ou d'une start-up. Et le concours, on disait tout à l'heure, c'est aussi l'occasion d'éprouver son idée, non pas dans la pratique, mais dans le commentaire et dans l'analyse qui sera faite par des experts. Exactement, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Nous, ce qu'on attend effectivement du concours Yago, et une des valeurs ajoutées du concours Yago pour l'entrepreneur, c'est qu'effectivement, pour se présenter au concours Yago, il faut savoir présenter son idée, il faut savoir présenter son projet. Et pour ça, une des bases que tout entrepreneur connaît, c'est le business plan. Et celui-là, effectivement, il sert, dans le cadre des concours,
mais il peut servir aussi dans d'autres contextes, par exemple la recherche de financement, hein, c'est un document obligatoire dans ce cadre-là. Ça peut aussi servir de feuille de route pour l'entrepreneur, c'est-à-dire que si son business plan comporte un certain nombre d'étapes à franchir, il pourra s'en inspirer. Effectivement, ça dépend après de la typologie de projet. Le business plan est une aventure en elle-même, puisque exactement, qui peut être amené à changer également au cours de la vie au cours du démarrage de l'entreprise. Monsieur Diry, je pense que vous nous contredirez. Je pense que c'est une question complexe, le business plan qu'on pose toujours un petit peu en étape obligée, mais qui est en fait très difficile. Exactement. En tant que banquier, je ne vais pas dire le contraire. Un business plan, souvent quand il ne l'est pas présent, on le demande, on le réclame. Mais je dirais que l'analyse est différente. Suivant qu'on a affaire à une entreprise, on va dire traditionnelle, qui a déjà des concurrents, donc on a une certaine visibilité. Et là, le business plan a une vraie valeur ajoutée. Parce que d'abord, la personne s'est interrogée sur son marché et s'est posé peut-être et certainement les bonnes questions avant de se lancer dans l'entreprise. Et parallèlement, on a la start-up qui, elle, le business plan, il sera aussi présent, on le réclame également, mais on ne va pas dire qu'il est moins important, mais en tout cas, on a peut-être plus de recul, tout simplement parce que souvent, on a en face de nous un start-upper qui, pour la première fois, va expérimenter un produit, un service, une offre, et donc il n'y a pas de base comparable. Donc le business plan peut être utile, mais en l'occurrence, on va peut-être le regarder différemment. Et j'ajouterais qu'en plus du business plan, qui n'est qu'un élément d'un dossier, c'est un peu déshumaniser la relation. Donc c'est vrai que c'est très important aussi la relation qui va s'établir entre le start-upper, le créateur d'entreprise et le banquier. Donc on peut avoir une très bonne idée, mais est-ce qu'on est capable de la porter et de lui faire rencontrer des clients ? Ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Voilà. C'est pour ça que souvent, on a des fois dans des équipes des gens qui sont très complémentaires. On a celui qui a trouvé l'idée, mais on a peut-être quelqu'un d'autre qui est en capacité de la propager, de la développer et finalement d'assurer la viabilité de la société. Pour terminer sur le business plan, on est aussi dans un monde où des métiers n'existent pas. Des métiers n'existeront peut-être un jour, mais aujourd'hui, on ne les connaît pas. Et ça a été typiquement votre cas, Anthony Ernu, avec la création de l'agence de communication Cactus, à une époque où Facebook n'existait pas, où le community manager... Bon, attention, je n'ai pas non plus 70 ans. Hein. Non, mais 15 ans, c'est à l'échelle du numérique, c'est énorme. Et on va voir que dans 15 ans, il y a beaucoup de métiers d'aujourd'hui qui n'existeront plus et qui seront remplacés par d'autres métiers, notamment dans le digital. Donc nous, notre rôle en tant que dirigeant d'agence de communication, de publicité, c'est de devancer tout ça et surtout d'aller chercher déjà l'avenir, demain, c'est-à-dire ce qui va faire notre richesse. Donc on est très attentif à ça et ça bouge à la vitesse de la lumière. Je pense que pour vous tous, hein, on parle de l'ère de la digitalisation. Monsieur qui est expert comptable le voit au quotidien. Donc pour nous, dans la com, c'est encore plus vrai. C'est encore plus vrai, ouais. Donc, d'où une prévisibilité. Complètement. Mais je vous dirais que ça, c'est le propre de chaque chef d'entreprise. Pas spécialement une agence de pub. Vous parliez tout à l'heure aussi d'évolution. On est tout le temps à la recherche de son modèle économique. C'est ce que vous dites également. C'est pas tellement à la recherche, on doit le préserver, le faire évoluer en permanence. Et on suit son marché. À défaut de le créer, certains arrivent à le créer, c'est assez rare finalement de créer son marché. En réalité, on suit un marché et on se laisse porter, et on propose des solutions peut-être innovantes pour se démarquer de la concurrence. Mais oui, il faut suivre, tout le temps évoluer, que ce soit du réglementaire ou du structurel ou de l'économie ou du social. Toutes ces dimensions peuvent influer votre entreprise. Alors après, on l'a dit tout à l'heure, ça dépend de la nature de l'entreprise, des métiers plus formatés, plus entendus, du boulanger, du plâtrier. Enfin, il y a des métiers qui sont très structurés. Les métiers plutôt start-upers, c'est peut-être encore plus mouvant, mais dans tous les métiers, on doit suivre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour border cette incertitude ? J'ouvre la question à qui a envie d'y répondre. Est-ce qu'il faut faire régulièrement un point sur son marché ? Est-ce qu'il faut avoir un conseil en stratégie ? Je dirais qu'il faut être coaché par quelqu'un. Je dirais que dans un premier temps, en tout cas en phase d'amorçage et du début de l'entreprise, il ne faut pas être seul. Parce qu'il est extrêmement difficile de mener de front l'ensemble des activités. On peut pas développer l'aspect opérationnel, avoir une activité professionnelle, faire de la communication et faire de la veille. C'est impossible de tout faire bien en même temps. Oui. Donc il faut être aidé et pour pouvoir se consacrer à ça. Ça c'est important, pouvoir effectivement suivre. Personne ne lit dans l'avenir, mais effectivement suivre le marché. C'est une des priorités, je pense, pour le dirigeant d'entreprise, quitte du coup à laisser des aspects peut-être plus techniques à
un entourage, à un environnement autour de soi, mais pas rester seul, quoi. C'est une des grandes difficultés que moi je rencontre dans le cadre du concours IAGO. Les entrepreneurs que je vois passer, il y en a beaucoup qui disent j'ai du mal à tout faire. Alors, le taux d'échec est assez important en termes de création d'entreprise, si je puis dire, puisque dans les 5 ans après une création d'entreprise, quel est le pourcentage? Oui, c'est entre 30 et 40%. Entre 30 et 40%. En plus, ça peut être davantage dans certains secteurs. Voilà. Oui. Comment vous analysez cela? J'entends aussi, on dit qu'on est souvent le créateur d'entreprise est spécialiste d'un domaine, d'un produit, d'un service, mais ne sait pas très bien le vendre. Est-ce que c'est là que ça pêche où sont les faiblesses? Alors, je pense que tout à l'heure, vous parliez d'incertitude, mais je pense que malheureusement, l'incertitude, le chef d'entreprise, on en a 2 à côté de nous, ils l'auront toute la vie de l'entreprise. Parce que, pour prendre un terme à la mode, on peut se faire disrupter son marché sans forcément l'avoir anticipé. Oui. Donc, je pense que c'est effectivement... Je pense à l'hôtellerie-restauration, enfin l'hôtellerie par exemple, avec il y a beaucoup, effectivement, beaucoup. Alors bon, moi, je représente une activité qui est en train de se faire disrupter aussi. La banque, on a effectivement beaucoup d'entrants qui aujourd'hui proposent des segments ou des compartiments que la banque proposait de manière, on va dire, historique et qui aujourd'hui sont en train d'être... pris en main par d'autres acteurs. Donc c'est vrai qu'il faut effectivement pouvoir être extrêmement vigilant. Le travail de veille, d'accompagnement, c'est très important pour un chef d'entreprise. Et le côté visionnaire, tout à l'heure, on en parlait en off, c'est vrai que c'est pas forcément à la portée de tout le monde de savoir comment mon marché va évoluer dans 3-4 ans. Je dirais que c'est un travail assez compliqué, travail de veille, d'être extrêmement vigilant, d'être attentif à la relation client, systématiquement mesurer la satisfaction des clients, parce que c'est aujourd'hui que c'est quand même, ça le sera encore plus demain, c'est eux qui aujourd'hui font la vie de l'entreprise. Vous pouvez illustrer par votre cas j'allais dire qu'à la satisfaction client, il faut surtout mesurer le besoin du client, le ressonder régulièrement, parce que... Vous pouvez donner un exemple peut-être dans l'évolution, oui. Je peux en donner un qui notre expérience tout simplement, c'est que nous on est venu d'ailleurs à ce concours IAGO avec un projet qui était déjà un peu avancé, mais qui était encore un petit peu donc dans sa recherche de modèle. Finalement, le modèle n'a pas du tout été celui qui a été présenté au concours. Donc, pour parler d'un business plan qui n'a pas du tout suivi ce qui était prévu, donc les jalons, etc. Donc, preuve qu'au bout de 5 ans, on peut encore être là, même si on n'a pas suivi le business plan. Ça peut peut-être en rassurer certains que c'est pas une finalité en soi. Il faut en faire, c'est normal, ça guide un petit peu les choses. Ça permet de structurer la pensée quand même. Voilà. Même si on ne le respecte pas, au moins on a préparé le projet. Il n'y a que des choses sensées là-dedans. Je veux dire, il faut savoir où est-ce qu'on va, et le business plan, au moins un mérite, c'est de faire ressortir un point pivot, qui est le point pivot à savoir à partir de quand je gagne de l'argent. Parce que c'est à partir de quand je survis. Et si je survis, là je commence à gagner du temps pour envisager d'autres choses. Et ces autres choses, nous on a mué vers une activité plus conseil, plus commerciale, et on est en train d'envisager des nouveaux développements dans du logiciel, dans de l'accompagnement, sur des nouveaux applicatifs qui sont liés plus aux équipes commerciales. On était dans la veille marché public, on continue à accompagner commercial, marché public, et on est en train de migrer pour quitter justement cette incertitude que nous on connaît dans les marchés publics, des évolutions, les codes changent, les seuils bougent, et on ne sait pas demain où sera notre métier. On n'est pas tout à fait sûr et serein sur ce métier-là. On se dit que demain, très bien, peut-être que tout sera remplacé, il n'y aura plus de règles, il n'y aura plus rien, on n'aura peut-être plus besoin de nous. Une éventualité avec laquelle le chef d'entreprise vit, donc on vit avec, c'est vraiment une habitude à prendre. Au début ça fait bizarre, mais en finalité, c'est pas très confortable, mais ça fait partie du quotidien. Oui. Et donc, du coup, on veut changer un petit peu de secteur, on veut asseoir la pérennité. Donc, on va s'expérimenter, on va remonter en mode start-up peut-être à nouveau. On va essayer, on est en train de tester, on a des retours positifs. Régulièrement, en tout cas. Exactement. Et on développe. Mais finalement, on s'aperçoit que l'idée marche toujours en binôme avec la personne, l'humain avec un grand H. D'ailleurs, le banquier, pour le coup, vous pouvez avoir la meilleure idée. Mais si derrière, vous ne savez pas l'expliquer, c'est plié. Là, aujourd'hui, toi, tu as réussi à te déporter. Réussi, c'est un... Non, mais en tout cas, c'est une réussite. L'histoire le dira. Mais ton entreprise, à l'instant T, est une réussite, dans la mesure où elle performe, où elle existe encore, parce que tu as dépassé les 5 ans, je crois, de mémoire. Donc, c'est déjà une réussite en soi. Et surtout, ce qui est très fort, et moi, chef d'entreprise, je peux encore l'attester, c'est de pouvoir aussi se dire, je change de braquet. Ce qui n'est pas évident, parce que quand on a une idée, on a tendance à vouloir la déployer jusqu'au bout, en se disant ça va fonctionner. Et c'est de changer le braquet, ce que nous on a réussi à faire avec mon associé, à changer à un moment donné notre braquet il y a 8-9 ans, pour aujourd'hui être sur un métier du digital. La moitié de mon effectif, c'est le digital.
Alors qu'il y a 10 ans en arrière, 100% de l'effectif n'avait rien à voir avec le digital. Et ça, c'est fort. Donc, d'abord, dans la création d'une entreprise, si le futur dirigeant, homme-femme, a l'idée, ça c'est une bonne nouvelle, mais s'il n'arrive pas à l'expliquer, ça n'aboutira à rien. Donc là, c'est l'expert en communication qui parle. Oui. Est-ce que le fait de donner un écho plus important à l'activité, finalement, peut la booster, alors qu'en réalité, peut-être qu'une autre activité plus intéressante ne fait pas parler d'elle et puis, pour finir, progresse moins vite? Est-ce que il y a un vrai impact? Alors, la communication, déjà, c'est du bon sens. Aujourd'hui, je vais pas, ça va être peut-être imagé, peut-être un peu trop guerrier, mais je vais pas me battre avec un homme, avec un char, alors qu'en face, il y a juste un homme. Donc, si le marché est petit, pas la peine de sortir, de déployer tout un univers de communication. Aujourd'hui, nous, on fait ce qu'on appelle du chirurgical. C'est-à-dire que, suivant le marché, on va communiquer en fonction du marché. Mais nous, dans notre métier, quand, par exemple, quelqu'un comme Steve a une idée, nous, on fait ce qu'on appelle l'emballage. Et après, on donne toute une sémantique. Il y a des mots, il y a une explication. Pourquoi certains, avec la même idée ou la même entreprise, performent et d'autres non? C'est une vraie question. C'est une histoire de communication. Sans faire un clin d'œil politique à Jacques Chirac, il disait, on le dit, d'Alain Juppé, il n'y arrivera jamais, alors que c'est le plus talentueux. Alors que non, on penserait qu'il a la meilleure idée, qu'il a le plus grand talent, il pourrait y arriver, ne serait-ce que facilement. Non, à un moment donné, c'est une histoire de communication, d'exprimer, une histoire de chance aussi, il ne faut pas se mentir. Je veux dire, aujourd'hui, si je tombe sur un banquier qui est fermé à tout ce qui est start-up, du coup, j'ai un coup d'arrêt. Si je tombe sur un banquier qui est ouvert à tout ça, il sera plus enclin à m'écouter. Charge à moi aussi d'avoir les bons mots pour le convaincre encore plus, parce qu'après, il y a une histoire de financement. Et ça, effectivement, on pense à la communication, on pense graphisme, on pense support. Et on pense aussi que ça coûte cher quand on est un créateur d'entreprise, et que c'est un peu la cerise sur le gâteau, et que finalement... Alors, je tiens à dire, ça coûte pas assez cher, en tout cas pas assez à mon goût, mais ça peut effectivement faire peur. Oui, ça peut faire peur. Mon métier... Dans les années de démarrage, alors que c'est là qu'il faudrait justement... Exactement, c'est au tout début. On n'a jamais eu l'occasion de faire meilleure impression que la première impression. C'est pas moi qui l'ai dit, d'ailleurs, j'invente rien. Finalement, dans mon métier, on n'invente rien. On réexploite à chaque fois. Comme tu le disais si bien... il y a l'idée que j'ai, moi aujourd'hui, il y en a 10 qui l'ont eu avant moi il y a 4 ans. Sauf que moi, j'ai été le seul à l'appliquer. À l'exécuter d'une manière spécifique et trouver les mots, ce que je disais, encore une fois, même sur un concours, c'est important, c'est une question de mots. Et de compréhension intime de l'activité. Et je pense qu'une structure a de meilleures chances de se développer si elle est soit bien accompagnée sur de la communication, soit elle détient un minimum de compétences de communicant et des propriétés d'un commercial capable de véhiculer une idée, de la vendre, son idée. Finalement, ce que vous dites, c'est qu'il faut un effet miroir dans tous les domaines. Il faut l'effet miroir financier, il faut l'effet miroir de l'idée, il faut l'effet miroir de la communication. Il faut être équilibré sur un peu tout. Donc ne pas travailler seul et ne pas être... C'est une combinaison effectivement de tous ces paramètres. On a le cas, lors d'un concours, je suis parti d'un jury pour aider les jeunes entrepreneurs, puisque moi aussi je l'ai été finalement, où j'ai en tête une entreprise, mais écoutez, pour moi c'est une entreprise d'avenir. Graphiquement, la personne, c'est elle qui a la qualité graphique, donc elle a pu faire. Et au moment de son pitch, au moment de nous expliquer son idée, c'est tombé à plat. Alors qu'à la lecture de son PowerPoint graphiquement de l'idée, et finalement, on n'a pas envie de l'aider. Et surtout, vous avez 2 types de population. Vous avez des jusque-boutistes, puis vous avez des gens qui, au bout d'un moment donné, se lassent. Donc, au bout de 2 mois, quand ça n'avance pas comme ils veulent, se lassent, et l'idée tombe dans le carton. Et puis, à un moment donné, puis souvent d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ne démarrent pas, des fois, pour quelques milliers d'euros, à 1000, 2000, 3000, 5000 euros. Il y a aussi de bonnes idées, certainement. On parle de start-upers, beaucoup de start-upers, souvent, il manque 5000 euros, ils n'osent pas y aller. Le banquier dit, oui, mais si vous ne les mettez pas, pourquoi moi je les mettrais à votre place? Et donc, il y a tout il y a un côté un peu diplomatique. Je pense qu'il y a une vraie fragilité aussi. Il y a un côté, ce que tu dis, je pense que c'est assez vrai, mais je pense qu'il y a un côté décérébré et obsessionnel. Oui. Parce que décérébré dans le sens où quand il manque 5000 euros, on va les chercher. L'argent n'est jamais normalement un vrai problème. Si on a vraiment une idée, l'argent, on peut en trouver. On rencontre les bonnes personnes. On se démène. Obsessionnel. C'est vrai. Si ça passe pas sur une porte,
si j'arrive pas, si au téléphone ça Il ne y en a décroche quand même pas. beaucoup qui évoquent le fait de ne pas avoir eu le budget nécessaire pour démarrer. Je veux bien, mais qui ont soit mal présenté. Enfin, franchement, est-ce que vous confieriez de l'argent à quelqu'un qui s'exprime mal, qui me parle dans sa barbe, c'est lui qui va être le premier commercial de la structure? Ouais. Non, je serais moi-même pas enclin à le faire. Donc je vois pas pourquoi est-ce que des finances pourraient se libérer pour ces gens-là. Non, c'est difficile. Donc ça se travaille aussi. Hein. Les portes sont fermées pour personne. Ça se travaille, ça se répète. Mais obsessionnel, ouais. Mais ça, par contre, on vit avec son idée tout le temps. Allez-y. Si je peux donner un exemple, j'ai participé à un concours dans une autre région et j'avais effectivement rencontré ce cas d'une personne qui avait une idée extraordinaire. Bon, je suis tenu par le secret confidentiel, donc je ne peux pas forcément vous donner plus de détails, mais le pitch a été une catastrophe. Donc cette personne était incapable de nous transmettre tout ce qu'elle avait transmis dans son dossier. Et malheureusement, une des conditions, c'est de s'entourer. C'est de s'entourer de quelqu'un qui sera capable forcément de faire ce qu'elle n'est pas en capacité de faire, c'est-à-dire donner envie, présenter son produit, lui donner vie. Alors que sur le papier, le dossier technique était extraordinaire. Il y avait effectivement beaucoup d'espoir. Effectivement, il y a des projets qui sont plus difficiles à présenter que d'autres. Je veux dire, un jeune scientifique qui présente une molécule révolutionnaire, mais dans un domaine très spécifique, que seule une poignée de scientifiques dont seule une poignée de scientifiques peut vraiment percevoir la portée, c'est très difficile à valoriser aussi. Et c'est pour ça aussi que nous, en tant qu'experts IAGO, quand on rencontre les porteurs de projets, on se met à leur disposition. Effectivement, déjà dans la perspective du pitch, on leur donne beaucoup de conseils pour effectivement rendre leur présentation la plus pédagogique possible, la plus attrayante possible, pour que effectivement tous les porteurs de projets, quel que soit le secteur dans lequel ils travaillent et quelle que soit la complexité de leur sujet, aient des chances équivalentes, du moins un projet d'intérêt égal. Alors, pour conclure notre propos, quel est le conseil principal que vous donneriez à un créateur d'entreprise? Je vais commencer par vous, Anthony. Le premier conseil, c'est le courage. Aujourd'hui, je pense que dans notre monde, il faut être très courageux pour monter une entreprise, pour la faire vivre, pour embaucher des salariés. Et tenace. Tenace, effectivement. Aujourd'hui, c'est l'abnégation, l'appétence, tout ça. C'est l'envie d'avoir envie quelque part. J'y ai pensé à celui-là. Mais c'est pour moi. Ah zut. mais je me suis dit, je peux pas. moi, je l'ai fait. Aujourd'hui, avec c'est une ça. vie personnelle souvent perturbée, en fait. Bien sûr. Derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Aujourd'hui, Cactus, c'est 20 personnes. Sans ma femme, qui s'occupe de ma vie familiale, dont je profite le week-end, finalement. Parce que finalement, elle me met tout à disposition le week-end. J'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas. Donc aujourd'hui, c'est ça. Pour moi, si je devais retenir un mot, c'est le courage. Le courage. Monsieur Bournic. Oui, moi je rejoins un petit peu le sujet de effectivement ne pas être seul. Et effectivement, même l'entourage personnel, d'ailleurs qui intervient, il peut même intervenir parfois dans le cadre du financement. Hein. Je pense au Love Money par exemple, qui pour beaucoup est un moyen de débuter. Donc il y a l'entourage, effectivement, les proches, la famille, et puis aussi s'entourer de spécialistes. On parlait tout à l'heure de la communication, à quel point c'est important, mais sans vouloir spécialement prêcher ma paroisse. Aussi les experts du chiffre qui peuvent aider à tous les stades de l'émergence de l'idée à l'amorçage jusqu'après au développement de l'entreprise. Il faut s'entourer de spécialistes et il ne faut pas rester seul. Monsieur Ciré. Je crois que l'essentiel a déjà été dit. Effectivement, l'entourage, c'est indispensable. Et soyons clairs, une boîte, quand on est marié, quand on est célibataire, c'est un autre problème, mais se monte pas sans sa femme. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est indispensable si on n'a pas le soutien à la maison, parce que quand ça se passe mal au travail, quand ça se passe mal à la maison, c'est encore plus dur. C'est un mauvais cocktail. Mais si je devais donner un conseil, c'est allez-y. C'est réfléchir, rêver sa vie, c'est bien. À un moment donné, on essaye. Et si on échoue, c'est pas grave. C'est pas grave. Si on réessaye autre chose, c'est pas grave. C'est important, ça. Voilà. Mais on saura jamais que ça pouvait ou pas marcher si on n'a pas essayé. Et pour ça, il faut vraiment oser. Vous aurez le mot de la fin, monsieur Ciré. Alors oui, moi c'est simple, je ferais finalement le même conseil, que ce soit un créateur d'entreprise, on va dire traditionnel, on parlait du boucher, du boulanger, ou du start-upper, c'est d'être accompagné. Parce qu'effectivement,
Il y a aujourd'hui tout un écosystème qui peut aider le créateur d'entreprise ou le start-upper. Souvent, ils ignorent tout ce qui est à disposition, que ce soit du financement, des aides, des subventions, des conseils, etc. Oui, c'est vrai. Et je lui proposerais ou je lui suggérerais d'être déterminé, parce qu'effectivement, aujourd'hui, on l'a dit encore une fois en off, c'est vrai qu'il y a un grand nombre de patrons aujourd'hui qui sont souvent connus du grand public, qui n'ont pas eu que des réussites, pour parler positivement, ou plutôt qui se sont vraiment plantés. Et on a tendance, soit on l'ignore, ou alors on a tendance à l'oublier. Donc je pense qu'effectivement, se planter, pour parler simplement, en France, c'est encore considéré comme très grave, alors que dans d'autres économies, on cite toujours les États-Unis, c'est au contraire, ça fait partie du parcours d'un créateur d'entreprise. Et surtout, c'est effectivement à partir de ces échecs qu'on peut avancer. Voilà, donc accompagner et déterminé, parce que ça a été dit, sinon malheureusement je pense que plus d'un aurait, enfin du moins je pense que vous ne seriez peut-être pas à cette table aujourd'hui si vous n'étiez pas aussi déterminé. C'est vrai, d'ailleurs je vous remercie tous les quatre pour vos conseils et pour vos contributions aux entreprises de demain. Merci à vous pour votre attention. Cette séquence de la Yago TV est terminée, à très bientôt.